bonjour Pierre Cassan. Bonjour Alain. Ouais, nous nous connaissons déjà depuis pas mal de temps pour nous être rencontrés au cours d'événements qui étaient très peu politiquement corrects. Et il se trouve que j'anime un petit média de réinformation pour l'Aquitaine qui s'appelle Burdigala Presse. Et parmi les éléments que nous voulons donner à nos adhérents, nos téléspectateurs, nous voulons aussi leur donner des interviews de personnalités qui marquent la vie politique, la vie donc de la réinformation, de la résistance, bien entendu. Et il se trouve que il nous a paru important de te mettre en avant en tant que vaisseau amiral, un des vaisseaux amiraux de cette résistance. Alors, je vais te demander d'abord très brièvement de te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Voilà, et ensuite nous allons démarrer sur certains domaines qui sont les domaines qui nous intéressent, évidemment. Nous allons développer ça par la suite. Alors, présente-toi et dis-nous d'où tu viens et qui es-tu. Voilà. Alors, Pierre Cassan, je suis connu dans les milieux patriotes comme le fondateur de Riposte laïque en 2007, comme un des co-organisateurs avec le bloc identitaire de l'apéro saucisson pinard du 18 juin 2010, des assises internationales sur l'islamisation de nos pays du 18 décembre 2010, de quelques manifestations, rassemblements patriotes, contre l'islamisation de nos pays, quand les policiers de Magnanville sont assassinés, quand l'entrepreneur isérois Cornara est décapité, des assises pour la liberté d'expression, des assises contre l'invasion migratoire, des assises pour la France des Gilets jaunes. J'ai écrit la faute du Bobo Josselin avec Christine Tazin, qui est ma compagne dans la vie. J'ai écrit, parce que je viens de la gauche, j'ai écrit « Et la gauche devint la putain de l'islam ». Et j'ai écrit récemment, avec le colonel Guillemin, un livre qui s'intitule 2022, Zemmour aura le dernier mot. Et par ailleurs, je me rends compte que depuis plus de 3 ans, je fais des vidéos quotidiennes et je me rends compte, chaque fois que je suis dans un événement patriote, que nombre d'amis viennent me voir en me disant qu'ils apprécient mes vidéos. Voilà. Et je me rappelle, Alain, je t'ai rencontré pour la première fois à un banquet républicain dans la région de Bordeaux en 2011. Ça fait 10 ans et ça ne nous rajeunit pas. Ça ne rajeunit pas. Oui, très bien. Alors justement, parmi ton cheminement est très intéressant, bien entendu. Et donc tu viens de la gauche, voire même de l'extrême gauche. Oui. Et il se trouve que maintenant, par les hasards de la vie, tu te trouves dans l'autre extrémité de l'échiquier politique. Et moi, je me pose la question, et je me la pose pas parce que je connais ta rectitude et ton honnêteté intellectuelle. Et je me demande si finalement ce combat d'extrême gauche, qui était vraisemblablement mené par toi, par un désir de justice, ne trouve pas son accomplissement maintenant dans la survie de notre pays, finalement, qui est, comme le disait Jaurès, la patrie, c'est le seul bien de ceux qui n'ont rien. Donc, je crois que c'est ce qui nous rassemble et qui finalement, est-ce que tu penses que le clivage gauche-droite est toujours pertinent, ou est-ce que maintenant on pense à la différence entre les patriotes et les mondialistes, etc. C'est vrai qu'il y a d'autres clivages qui apparaissent. Et finalement, est-ce que, voilà, ma question est, est-ce que tu penses que le clivage gauche-droite est toujours pertinent? Non, mais tu as tout résumé, c'est-à-dire mon engagement à l'extrême gauche remonte aux années 80. Les années 80, c'est il y a 40 ans. Et il y a 40 ans, moi je considère que le combat essentiel, pour ne pas dire le seul, est le combat social.
Et je considère, puisque tu parles de mon engagement plus radical, je considère que ceux que j'appelle les mous du genou, c'est-à-dire le Parti socialiste et le Parti communiste, quelque part acceptent les règles du système et qu'ils sont une fausse opposition. C'est intéressant parce que ça va nous permettre de revenir aux années 2020, qu'ils sont une fausse opposition au régime actuel. Et je considère que c'est l'extrême gauche qui a le mérite de mener un combat social, qui mène un combat contre le stalinisme, parce que je rappelle quand même que c'est l'époque du stalinisme triomphant, donc qui mène un combat contre le stalinisme et qui mène un combat contre ce qui m'apparaît à l'époque l'extrême droite, c'est Pinochet, c'est l'apartheid en Afrique du Sud, c'est les colonels en Grèce, c'est tout ça. Bon, je considère que l'extrême gauche amène une réponse cohérente et radicale à la situation que je comprends à l'époque. Il se trouve que on fait l'expérience de la gauche et que l'expérience de la gauche au pouvoir, c'est qu'on arrive avec une gauche qui a 1 million de chômeurs et que 3 ans plus tard, on a 3 millions de chômeurs et que c'est pas brillant, quoi. Voilà. Donc, je prends, moi, mes distances avec l'extrême gauche dans les années 85. Je continue à mener des combats de gauche, mais je commence à comprendre, quand je vois notamment l'affaire de Creil, l'affaire du voile, 3 jeunes filles qui veulent imposer le voile en France, que peut-être le combat social n'est plus le combat essentiel. Mais comme je fais du syndicalisme, bon, j'ai pas le temps d'approfondir la question. Et j'approfondis la question dans les années 2000. Et dans les années 2000, je vois la continuité de l'offensive islamiste. Je vois Sarkozy qui est sifflé à un congrès de l'UOIF tout simplement parce qu'il demande aux femmes musulmanes de retirer leur voile pour prendre une photo d'identité sur une carte d'identité française. Je comprends qu'il y a un problème et j'ai envie de dire, plus je m'engage dans ce combat, plus je m'éloigne de la gauche, ou plutôt plus la gauche s'éloigne de moi, plus je comprends que la gauche est complice de l'islamisation de la France, plus la gauche est complice quelque part de remise en cause des principes laïques que j'ai toujours défendus. Et à partir de là, je travaille avec ceux qui sont prêts à s'engager sur ce terrain, et c'est ceux que le système appelle l'extrême droite et que moi je considère comme des patriotes, souvent de droite, mais pas tous, et donc que je considère comme des patriotes qui, comme tu le disais Alain, le clivage n'est plus gauche-droite, le clivage est patriote contre mondialiste, et moi je suis avec tous les patriotes qui veulent garder la souveraineté, l'identité de la France, qui refusent que l'islam remplace nos valeurs et qui refusent un changement de peuple, un changement de civilisation, ou pour reprendre l'expression de notre ami commun, le grand remplacement. Oui. Alors, effectivement, ça nous amène justement à ce combat contre l'islam, parce que, si tu veux, tu contribues par ton blog, en fait, ton site Riposte laïque, à une prise de conscience pour laquelle je me bats moi également de mon côté, qui est le fait de dire qu'il n'y a pas de différence entre l'islam et l'islamisme, que tout ça c'est une question de degré et non pas de nature, bien entendu, et que tant qu'on n'aura pas compris ce qu'est l'islam, on ne pourra pas en comprendre le danger que ça représente. Moi, je vais même d'ailleurs plus loin en ce moment en disant, j'en suis arrivé presque à la conclusion que l'islam n'était pas une religion à proprement parler, pour 12 sortes de raisons. Et voilà. Alors, donc, nous nous trouvons. Est-ce que ce n'est pas, ça ne te gêne pas de te trouver dans le camp des islamophobes? Et est-ce que cette qualification d'islamophobie n'est pas finalement quelque chose qui est, je suppose, je connais ta réponse à l'avance, mais qui est totalement déconnecté du réel, puisque finalement nous n'avons pas peur de l'islam, nous le critiquons. Et est-ce que tu penses pas qu'on peut se défendre de cette accusation mortifère, bien sûr, elle est faite dans ce sens, en disant que finalement nous combattons l'islam et pas les musulmans, nous ne combattons pas les humains, mais de même que si on combat le nazisme, on ne combat pas les Allemands qui l'ont soutenu,
où si on combat le stalinisme, on ne combattait pas les Russes, le peuple russe qui a soutenu, voire même subi cette chose-là. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à propos de la notion d'islamophobie, rapidement? Alors, c'est le mot qui est censé tuer, parce que la phonétique, la consonance d'islamophobie, c'est xénophobe. Donc, c'est quelqu'un qui, quelque part, n'aime pas l'autre. Or, si au lieu de dire islamophobe, on disait anti-islam, où est le problème? On a le droit d'être catholicophobe, on a le droit d'être anti-catholique, on a le droit de ne pas aimer les catholiques, on a le droit d'être athéophobe, c'est-à-dire on a le droit de ne pas aimer les athées, on a le droit d'être anticapitaliste, c'est-à-dire on a le droit de ne pas aimer le capital et ce qu'il implique comme injustice sociale. On a le droit d'être anticommuniste, c'est-à-dire de ne pas aimer l'idéologie qu'est le communisme avec les conséquences que ça a partout où c'est mis en place. Et il y aurait une interdiction sur l'islam, tout simplement parce que ceux qui vous balancent ça sont complices ou idiots utiles de l'offensive sémantique des islamistes qui consiste à dire que ne pas aimer l'islam, c'est du racisme. Vous voyez, c'est-à-dire islam égale musulman, musulman égale étranger, et donc vous n'aimez pas l'islam, vous n'aimez pas les musulmans, vous êtes raciste, et naturellement, il y a les lois, la loi Pleven, incitation à la haine, etc. Ils utilisent ça pour interdire toute critique de l'islam, comme si nous étions déjà dans un pays musulman. Or, la France, c'est un pays justement de liberté, c'est un pays où le débat des idées a toujours été autorisé, c'est un pays où depuis plus d'un siècle on brocarde les catholiques, et je ne vois pas pourquoi on pourrait brocarder les catholiques comme l'a fait par exemple Charlie Hebdo, et pourquoi on ne pourrait pas faire preuve de la même liberté de ton avec l'islam. Je dirais presque que c'est une forme de racisme qui est d'autoriser la critique de sa propre religion, mais d'interdire la religion des autres, comme si on ne les considérait pas comme des êtres égaux à nous et comme si on ne les considérait pas comme des gens capables d'entendre la critique. Donc, voilà pourquoi, moi, quand on me dit est-ce que vous êtes islamophobe, je réponds même pas, je dis je réclame le droit d'y être. Par ailleurs, il y a une donnée, c'est que je constate aujourd'hui que ce ne sont pas les catholiques qui coupent la tête des mécréants, mais que ce sont les musulmans, que ce sont les islamistes. Je constate que tous les attentats qui sont commis en France, en Europe et dans le monde ne sont pas faits par des catholiques, ne sont plus faits par des communistes, ne sont plus faits, que la seule violence, le seul terrorisme, c'est l'islam. Et je constate que quand nous étions à ces fameuses assises contre l'islamisation de nos pays, il y a maintenant 11 ans, je constate qu'il y avait 24 représentants de 12 pays et que tous ces représentants, c'était il y a 11 ans, Alain, nous expliquaient que quand l'islam était là, sur un pays, et qu'il y avait de plus en plus de musulmans, la liberté d'expression dans ces pays reculait. On constatait que les homosexuels étaient de plus en plus agressés. On constatait que les juifs étaient de plus en plus agressés. On constatait que les femmes étaient de plus en plus agressées quand elles avaient l'audace de mettre une robe un tout petit peu trop courte et de ne pas se voiler. Donc le constat, et nous le faisons depuis de nombreuses années, et je suis heureux qu'il gagne du terrain, c'est, et moi je n'ai pas peur de le dire, l'islam est totalement incompatible avec nos valeurs, l'islam est totalement incompatible avec la laïcité, l'islam est totalement incompatible avec la liberté d'expression, l'islam est totalement incompatible avec le droit des femmes, et l'islam est totalement incompatible avec tout ce qu'il y a de beau dans l'Occident. Donc plus que jamais, j'ai envie de dire, la nécessité est de combattre l'islam et de mettre l'islam hors d'état de nuire dans nos pays. Ce qui ne signifie pas, puisque vous abordiez les musulmans, ça ne signifie pas qu'un né musulman ne peut pas vivre en France. Simplement, un né musulman qui veut appliquer les concepts du Coran n'est pas compatible avec nos valeurs, puisqu'il mettra les valeurs du Coran, et c'est le cas, je crois savoir, de 60% des jeunes de moins de 25 ans en France, il mettra les valeurs du Coran avant les valeurs de la France et les valeurs de la République. Là, il y a un vrai problème.
Mais si par ailleurs un musulman, et nous en avons dans nos équipes, nous avons des nés musulmans qui sont des apostats de l'islam, s'il refuse d'appliquer l'islam, s'il veut appliquer les lois de la France, les lois du pays, et s'il considère que la pratique de l'islam n'est que dans sa sphère privée, bien évidemment qu'il a toute sa place en France. Oui, tout à fait. Alors, je suis d'autant plus d'accord avec toi que j'ai étudié l'islam de près, mais je pense que l'islam en tant que tel, et qu'il n'existe pas. Est-ce que tu penses, oui, c'est la question que je voulais te poser, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des musulmans modérés, ou sauf s'ils sont modérément musulmans? J'aimais bien Michel Onfray avait une formule que j'aimais beaucoup. C'est-à-dire, Michel disait, certes, il y a des communistes qui sont recyclés dans l'économie de marché. Mais dans ce cas-là, ils ne sont plus communistes. Oui. Il ajoutait, certes, il y a des catholiques qui ne croient plus au ciel. Mais dans ce cas-là, ils ne sont plus catholiques. J'ai envie de dire qu'un musulman qui préfère les lois de la France aux lois de l'islam, c'est quelqu'un qui est respectable, c'est quelqu'un qui s'est émancipé d'une doctrine totalitaire qui, pour répondre à votre question tout à l'heure, n'est pas une religion, mais n'est pas qu'une religion. Ce que me disait toujours René Marchand, grand spécialiste de l'islam, écoutez, si le né musulman n'applique plus les concepts du Coran, s'il est capable d'épouser une non-musulmane, s'il est capable d'accepter de manger pendant le ramadan, s'il est capable de manger du porc, s'il est capable de boire de l'alcool et s'il est capable de vivre à la française avec le mode de vie à la française, moi j'ai envie de dire bienvenue au club, mais si ce musulman est tel qu'il se décrit, il doit se réjouir que des gens comme nous menions le combat que nous menons parce que justement, nous contribuons à le préserver de l'offensive des imams et de l'offensive de ceux qui veulent lui imposer une réislamisation dans les pays occidentaux. Donc, je me méfie, j'ai envie de dire, il y a les faux musulmans modérés et il y a les vrais apostats de l'islam. Voilà, tout à fait. Ça me semble une réponse tout à fait conforme à ce que j'ai pu étudier. Alors, dernière question pour l'actualité de Burdigala. Toi-même, avec Monsieur Guillemin, vous avez pris très nettement fait et cause pour le candidat Éric Zemmour, qui d'ailleurs, entre parenthèses, est la seule personnalité politique, je crois qu'on peut le mettre dans cette catégorie maintenant, a pris position de façon très nette en disant que l'islam était incompatible avec la France, de façon très nette, alors que Marine Le Pen est beaucoup plus, disons, nuancée sur le sujet. Et donc vous avez pris fait et cause, vous avez coécrit un petit ouvrage que j'ai lu, que vous m'avez envoyé. Je vous en remercie. Est-ce que cette prise de position quand même qui est franche et nette, qui est tout à l'honneur, quelqu'un qui prend une décision franche et nette est toujours respectable, est-ce que ça ne pose pas des problèmes au sein de la rédaction de Riposte laïque, parce que j'ai vu dans certains commentaires sur des articles, des lecteurs de Riposte laïque, voilà, est-ce que cette tension n'est pas finalement préjudiciable au combat que nous menons, que vous menez, pour faire pour avoir entraîné une prise de conscience de nos concitoyens? Écoutez, la rédaction de Riposte laïque, ce sont 25 contributeurs sous la responsabilité de notre président Guy Sebag. Les faits sont clairs. Sur 25 contributeurs, il y en a un qui continue à défendre Marine et il a sa place dans nos colonnes, et il y en a un qui est encore hésitant. Tous les autres contributeurs, sans la moindre hésitation, soutiennent et écrivent en faveur d'Éric Zemmour. Je crois qu'il y a une cohérence, vous le disiez tout à l'heure.
Nous, ça fait 15 ans maintenant qu'on mène le combat contre l'islamisation de la France et qu'on estime que l'islam et l'islamisme, c'est pareil et que l'islam est incompatible avec la France. Vous avez un candidat qui dit la même chose que nous et vous avez une candidate qui dit de plus en plus le contraire que de nous. Donc, moi, je ne dis pas, hein, quand il n'y a que Marine face aux mondialistes, face à Macron, bah, bien évidemment qu'il faut soutenir Marine. Quand à la place de Marine, il y a quelqu'un qui reprend complètement nos propos et qui tient les mêmes discours depuis 25 ou 30 ans et qui permet aux camps patriotes d'offrir une alternative alors qu'on était dans une impasse, parce que je pense que la candidature Marine était une candidature souhaitée par Macron qui faisait tout pour qu'il y ait un deuxième tour et qu'on allait le perdre parce que, encore une fois, je serai le premier à faire un mea culpa s'il y a un deuxième tour Macron-Marine et que Marine bat Macron. Très franchement, je serai le premier à dire je me suis trompé dans toutes mes analyses, toutes mes excuses à Marine et tout. Et je voudrais y croire, mais je n'y crois pas. Et d'autre part, je ne vous cacherai pas, Alain, que le discours de dédiabolisation de Marine me désespère. Je ne te cache pas que je considère qu'on ne peut pas incarner l'unité du compatriote quand on fait chier Bompard à Orange, quand on fait perdre Valérie Lopi à, je sais plus, à Tarascon. On ne peut pas incarner l'unité du compatriote. Quand on vire tous les partisans de Marion du Rassemblement national, bon, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Donc, moi, j'aime beaucoup Éric Zemmour en tant que personne, en tant qu'individu, pour ce qu'il est depuis 30 ans. Je le côtoie, on va dire, pas amicalement, mais je le côtoie comme ça par des échanges depuis 15 ans. C'est un personnage qui ne m'a aujourd'hui jamais déçu et je considère que sa candidature, c'est ce que nous avons écrit dans ce livre avec le colonel Guillemin 2022, Zemmour aura le dernier mot. Je considère que sa candidature est d'abord une aubaine pour le compatriote, qu'il y a un discrédit des partis politiques, y compris le Rassemblement national aujourd'hui dans tout le pays, et qu'un homme qui apparaît comme un homme hors du système, qui fait don de sa personne quelque part à la France, au pays, pour essayer de sauver ce qui peut encore être sauvé, ne peut être qu'un homme qu'on peut soutenir et qu'on peut soutenir sans la moindre réserve. Voilà, c'est parfait, c'est la réponse, une réponse claire et nette. Je pense effectivement, et je pense, compte tenu de ton passé, que l'honnêteté de tes propos, etc., et le fait que tu diras que tu t'étais trompé si jamais ça se produisait. Hein, et puis, de toute façon, mais comme je dis depuis les années 2010, que si on me démontre que les millions de musulmans en France s'assimilent, comme s'assimilaient les Italiens, comme s'assimilaient les Polonais, comme s'assimilaient les Espagnols, et qu'ils deviennent des Français comme les autres, je serai le premier à dire je me suis trompé, je n'ai pas mené le bon combat. Sauf que je constate que ce qu'on dit depuis 2010, non seulement on ne s'est pas trompé, mais que les faits nous donnent dramatiquement raison. Ça, c'est vraiment aggravé. Alors voilà, donc je pense qu'on peut terminer cet entretien. Je ne veux pas abuser du temps précieux du combattant. Un grand merci en tout cas pour nous résumer et surtout de nous avoir reçus devant un bar. Le bar, il est célèbre et il y a presque un côté inquisiteur, si tu savais, mon cher Alain, dans les commentaires, le nombre de personnes qui ont la loupe et qui regardent si la bouteille de whisky n'a pas descendu de manière trop spectaculaire la veille. Les gens sont curieux, mais c'est une curiosité saine. Hein. Je le prends comme un intérêt pour ma personne. Voilà, exactement. C'est un bar, je dis, qui est devenu une légende et qui t'accompagneront maintenant jusqu'à la fin de tes cours, et même vraisemblablement au-delà. Voilà, mais écoute, un grand merci, Pierre, de cet entretien. Merci de m'avoir sollicité, Alain. Voilà, écoute, de toute façon, on est appelé à continuer ce combat, puisque nous, notre petit média est clairement, on l'annonce d'ailleurs, un média de combat. Et on ne revendique pas l'impartialité, on revendique l'honnêteté. Voilà. Une très belle formule. Voilà, tout à fait. Écoute, bonne fin d'après-midi et à très bientôt sur les champs de bataille. À bientôt, Alain, merci. Salut. Salut.